Bienvenue. Alors, on s'imagine souvent que notre société est régie par des lois très modernes, conçues pour notre siècle. Mais si je vous disais que les mots au cœur de tout ça, les mots comme personne, contrat, propriété, eh bien, ils ont été sculptés il y a plus de 2000 ans. Aujourd'hui, on part pour la romantique, mais attention, on laisse de côté les gladiateurs et les empereurs, on va entrer dans le laboratoire des juristes pour comprendre comment ils ont inventé une véritable science de l'esprit. Pour cette plongée, on s'appuie sur pas mal de documents qui racontent cette histoire de Babylone jusqu'à aujourd'hui, et ils convergent tous vers un point: Rome. Notre mission est assez simple en fait, comprendre comment ces juristes, avec un pragmatisme assez déconcertant, ont forgé les outils intellectuels qu'on utilise tous les jours, sans même y penser. Ce n'est pas un cours d'histoire, c'est une enquête sur l'ADN de notre façon de voir la société. Oui, tout à fait. Et pour vraiment saisir l'ampleur de ce qu'ils ont fait, il faut se projeter dans le monde d'avant. Avant Rome, le droit, c'est un mélange assez confus. C'est la loi du plus fort, la coutume du village, les ordres des dieux. On ne fait pas vraiment la différence entre un crime et un péché, par exemple. Ah oui, c'est vrai. Un mauvais contrat pouvait être vu comme une offense divine. Et là, les Romains arrivent, et ils font un truc radicalement nouveau. Ils séparent le droit de la religion. La fameuse sécularisation. Exactement. C'est ça. Le droit n'est plus l'affaire des prêtres, mais des techniciens. Ça devient une discipline autonome, une sorte d'ingénierie des relations humaines. C'est l'acte de naissance du droit civil. Il y a une des sources qui utilise une image que je trouve incroyable. Elle dit que Rome invente le métier de juriste et construit une architecture de l'esprit. C'est une image très forte. On a l'impression qu'ils bâtissent quelque chose comme un aqueduc, mais pour la pensée. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Concrètement, ça veut dire qu'ils ont compris que pour organiser le chaos du monde réel, il faut d'abord l'organiser dans sa tête. Il faut créer des catégories, des boîtes conceptuelles. Leur premier coup de génie, c'est la classification. Et la distinction la plus fondamentale, celle qui soutient tout le reste, c'est celle entre le jus publicum, Le droit public. voilà, le droit public qui gère les rapports entre le citoyen et l'État, et le jus privatum, le droit privé qui organise les relations des gens entre eux. Et ça, à l'époque, c'est une révolution. Ça nous paraît tellement évident aujourd'hui. C'est une révolution absolue. Parce qu'en créant cet espace du jus privatum, il sanctuarise une sphère d'autonomie pour l'individu. Ils disent en substance, dans vos affaires, votre famille, votre voisinage, l'État n'a pas à se mêler de tout, tant que vous respectez le cadre. D'accord. C'est la création d'un espace de liberté en quelque sorte. De liberté et de responsabilité. Et c'est cette démarche logique, cette obsession de la définition, qui fait passer le droit de la coutume à la science. Le juriste romain, c'est un ingénieur social, pas un mystique. D'accord. Alors, entrons dans l'atelier de ces ingénieurs. Si on devait choisir leurs plus grandes inventions, celles qui sont encore dans notre boîte à outils aujourd'hui, on commencerait par où? La base de tout, c'est de savoir qui a le droit de jouer. Qui est une personne pour les Romains? Excellente question parce que leur réponse est d'une modernité bluffante. Bien sûr, il y a l'individu, l'être humain, ce qu'on appelle la personne physique. Mais leur vrai coup de génie, c'est de créer un concept totalement abstrait. La personne morale. Ils se sont dit, un groupe de gens, une ville, une corporation, tout ça peut aussi être un sujet de droit. Cette entité peut posséder des biens, passer des contrats, aller en justice. Comme si c'était un seul individu. Exactement. Mais qu'est-ce que ça change concrètement? Ça a l'air un peu théorique comme ça. Ça change tout. C'est ce qui permet de penser sur le long terme. Comment on finance un aqueduc qui va prendre 50 ans à construire? La vie d'un homme ne suffit pas. La personne morale, elle offre la permanence. Elle survit à ses membres. Ah d'accord, je vois. C'est l'invention de la pérennité. C'est ça, la pérennité institutionnelle. Sans cette idée, pas de société anonyme, pas d'entreprise, pas d'association. Notre monde économique repose entièrement là-dessus. C'est fou. Donc il crée des sujets de droit. L'étape suivante, c'est de définir ce que ces personnes peuvent posséder. La propriété. Ça semble être le concept le plus basique du monde. Ceci est à moi. Mais les sources montrent que les Romains, ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont mis le concept sur une table d'opération et ils l'ont disséqué. C'est bien ça? C'est exactement ça. Ils ne disent pas juste «c'est à toi». Ils se demandent «mais qu'est-ce que ça veut dire être propriétaire? Quels sont les pouvoirs que ça donne?» Et ils décomposent ce droit en 3 attributs. Un triptyque. Le premier, c'est l'usus, le droit d'utiliser la chose. J'habite ma maison. Le deuxième, le fructus,
Le droit d'en percevoir les fruits, les revenus. Je loue ma maison, je touche les loyers. Et le troisième, le plus absolu, l'abusus. Le droit d'en disposer. Je peux la vendre, la donner et même la détruire. La détruire carrément. Attendez, mais ça veut dire qu'on peut séparer ces trois pouvoirs. Je pourrais par exemple donner le droit d'utiliser ma maison et de toucher les loyers, donc l'usus et le fructus, à quelqu'un, tout en restant propriétaire. Précisément. Et vous venez de définir le concept d'usufruit. Ah oui, Un mot qui vient directement du latin. C'est la combinaison de l'usus et du fructus. En séparant ces attributs, les Romains créent des outils de gestion de patrimoine d'une sophistication dingue pour l'époque. c'est la base de tout notre droit des biens en fait. De tout notre droit des biens actuel. On n'est plus dans le «c'est à moi» ou «c'est à toi», on entre dans une grammaire beaucoup plus nuancée. D'accord. On a donc des personnes qui possèdent des biens de manière très précise. Il faut bien que ce monde interagisse. Comment est-ce qu'on s'assure que les accords entre les gens soient respectés? Les Romains sont des pragmatiques. Et ils ont une méfiance de base pour tout ce qui est informel. Pour eux, une idée est centrale. La parole ne suffit pas. Pour garantir la sécurité, la prévisibilité, ils développent un certain formalisme. Ils ne disent pas « un contrat est un contrat », non, ils créent des boîtes à contrats. La vente, le louage, le prêt. Chaque catégorie a ses propres règles, ses propres formules. Et ses propres actions en justice, j'imagine. Et surtout ses propres actions en justice, si ça ne va pas. Mais ce formalisme, ce n'était pas incroyablement lourd au quotidien. Pour le petit commerce, par exemple, il fallait aller voir un juriste pour vendre 3 amphores d'huile. C'est une excellente objection. Et ça montre que leur système était vivant, il n'était pas figé. Oui, le formalisme pouvait être lourd, mais c'est là qu'un autre acteur entrait en jeu, le prêteur. Le prêteur. C'était un magistrat dont le rôle était de faire respirer le droit. Quand une situation nouvelle ou injuste se présentait et qu'elle n'entrait dans aucune boîte, eh bien le prêteur pouvait accorder une action en justice. D'accord, il adaptait les règles. Il adaptait le droit au terrain. On avait donc à la fois la sécurité du formalisme et la souplesse de l'interprétation. Cet équilibre a fait la force du système pendant des siècles. C'est un système d'une intelligence folle. Mais ensuite, l'histoire avance. L'Empire d'Occident s'effondre, le chaos. Comment est-ce que cette architecture de l'esprit ne finit pas en ruine, comme le Forum? Comment est-ce que ces idées se retrouvent presque intactes dans notre Code civil de 1804? Ah, c'est une histoire de survie et de transmission fascinante. Ça se joue en 2 actes. Premier acte, le sauvetage. On est au VIe siècle à Constantinople. L'Empire romain d'Orient tient bon, et son empereur, Justinien, est un nostalgique de la grandeur de Rome. Il lance une mission colossale, compiler, trier, harmoniser des siècles de rois romains. Un travail de titan. Un travail de titan. Ça aboutit à un monument, le Corpus Juris Civilis. C'est une véritable capsule temporelle du savoir juridique romain. Et cette capsule, elle reste fermée pendant longtemps? Elle reste en sommeil pendant presque 500 ans. Et c'est là que commence le deuxième acte, la redécouverte. Au tournant du XIe, XIIe siècle, en Italie, dans une Europe en plein réveil intellectuel, des érudits remettent la main sur ces textes, surtout à l'université de Bologne. Et là, j'imagine le choc. C'est un choc intellectuel immense. Imaginez ces gens, habitués à des coutumes orales, locales, qui découvrent ce système d'une rationalité, d'une cohérence. C'est comme découvrir les plans d'une civilisation avancée. C'est exactement ça. Et ça va déclencher une fièvre d'études dans toute l'Europe. Les universités vont naître autour de l'analyse de ce droit romain retrouvé. Donc, si je comprends bien, les professeurs de droit à la Sorbonne aujourd'hui, quand ils enseignaient le droit des contrats, ils commentent, sans forcément le savoir, des concepts qui ont été sauvés par un empereur byzantin. Et exhumé par des moines italiens, oui. C'est ça. Ce droit romain, adapté pendant des siècles, devient le droit commun de l'Europe. Et quand, bien plus tard, Napoléon veut unifier le droit français, qui était un vrai chaos de coutumes, Ces juristes vont piocher là-dedans. il puise massivement dans cette boîte à outils. Le Code civil de 1804, c'est la logique, la structure, beaucoup des concepts du droit romain, mais en français. Et comme ce code a été imité partout, L'ADN de Rome s'est propagé sur toute la planète. sur toute la planète. Finalement, si on fait le bilan, ce que Rome nous a vraiment légué, ce n'est pas tant des lois, qui sont pour beaucoup obsolètes, Hmm. mais c'est une méthode pour penser.
une manière d'organiser le monde. En créant ces concepts abstraits mais si pratiques, la personne morale, la propriété décomposée, le contrat formalisé, ils ont bâti les fondations invisibles sur lesquelles on vit encore. C'est parfaitement résumé. Il y a une citation du juriste Cels qui dit « Le droit est l'art du bon et de l'équitable ». Ce qui est fascinant, c'est que les Romains ont pris cet art, cette aspiration à la justice, et ils en ont fait une science, une technique rigoureuse. Mais sans jamais perdre de vue l'objectif, organiser la société de manière juste et surtout prévisible, pour que tout fonctionne en paix. Et ça nous amène directement à une question vertigineuse pour notre époque. Le génie romain, ça a été de créer des catégories pour maîtriser le réel de leur temps. La terre, les animaux. Aujourd'hui, notre grand défi, c'est un monde immatériel. L'intelligence artificielle, les données personnelles, les biens virtuels. Des réalités que les Romains ne pouvaient même pas imaginer. Exactement. Et la question qui se pose, elle est cruciale. Est-ce que les catégories héritées de Rome sont encore suffisantes? Peut-on faire rentrer ces nouvelles réalités dans les boîtes de la propriété ou du contrat? Ou bien est-ce qu'il faut, comme eux l'ont fait en leur temps, avoir l'audace d'inventer de tout nouveaux concepts pour organiser le monde de demain?